Vivien Thomas est bébé Breu. Le docteur Vivien Theodore Thomas est né à Lake Providence, en Louisiane, en 1910. Petit-fils d'esclave, Vivien Thomas a fréquenté la Pure High School de Nashville et a obtenu son diplôme avec distinction en 1929. Il souhaitait aller à l'université mais ne pouvait pas en raison de la Grande Dépression. Au lieu de cela, il a commencé à travailler comme charpentier à l'université de Vanderbilt, mais a perdu son emploi assez tôt. Il s'est ensuite inscrit comme étudiant pré-médical au Tennessee Agricultural and Industrial College. Alors que Vivien Thomas était inscrit à ce collège, il a dû abandonner ses études à mi-chemin en raison du crash boursier de 1930. Il obtient donc un emploi comme assistant de laboratoire en 1930 avec le docteur Alfred Blalock à l'université Vanderbilt. Formé en anatomie et physiologie par Blalock et son jeune chercheur associé, le docteur Joseph Bell, Thomas a rapidement maîtrisé des techniques chirurgicales complexes et une méthodologie de recherche. À une époque où le racisme institutionnel était la norme, Thomas était classé et payé comme concierge, malgré le fait qu'au milieu des années 1930, il faisait le travail d'un chercheur postdoctoral dans le laboratoire de Blalock. Ensemble, lui et Blalock ont mené des recherches révolutionnaires sur les causes des chocs hémorragiques et traumatiques. Ce travail a ensuite évolué vers une recherche sur le syndrome de Koch et a sauvé la vie de milliers de soldats sur les champs de bataille de la Seconde Guerre mondiale. Blalock et Thomas ont commencé des travaux expérimentaux en chirurgie vasculaire et cardiaque, deviennent les tabous médicaux contre l'opération du cœur. C'est ce travail qui a jeté les bases de la chirurgie révolutionnaire de sauvetage qui devait effectuer à Johns Hopkins une décennie plus tard. En 1940, le travail que Blalock avait fait avec Thomas le plaçait à l'avant-garde de la chirurgie américaine. En 1943, alors qu'il poursuivait ses recherches sur le choc, Blalock a été approché par le célèbre cardiologue pédiatre Henry Torsey, qui cherchait une solution chirurgicale à une anomalie cardiaque complexe et mortelle en 4 parties appelée tétralogie de Fallot, également connue sous le nom de syndrome du bébé Breu, bien que d'autres anomalies cardiaques produisent un Breu ou une cyanose. Mais c'est quoi la tétralogie de Fallot? La tétralogie de Fallot est une malformation cardiaque qui est présente à la naissance. On parle de la cardiopathie congénitale. Elle est caractérisée par 4 anomalies. C'est pour cela qu'on parle de la tétralogie. Le tétra qui vient du grec signifie 4. La première anomalie est un trou dans la cloison qui sépare normalement les 2 ventricules du cœur. On parle de la communication interventriculaire. La deuxième anomalie est un déplacement de l'aorte qui se retrouve à cheval. C'est la communication interventriculaire. On parle de la destroposition de l'aorte. La troisième anomalie est un rétrécissement de la voie de sortie du ventricule droit vers l'artère pulmonaire. On parle de la sténose pulmonaire. Et la quatrième anomalie qui n'est rien d'autre que la conséquence de la troisième est une augmentation anormale de l'épaisseur du ventricule droit. On parle de l'hypertrophie ventriculaire droite. Thomas était chargé de créer d'abord une condition de bébé Breu, cyanose chez un chien, puis de la corriger au moyen de l'anastomose pulmonaire à sous-clavière. En peu de 2 ans de travail en laboratoire, impliquant quelques 200 chiens, il a démontré que la procédure corrective n'était pas mortelle, persuadant ainsi la docteur Blalock que l'opération pouvait être tentée en toute sécurité sur un patient humain. Au cours de cette première procédure en 1944, Thomas se tenait sur un escabeau derrière Bloch, Blalock pour le guider tout au long de la procédure. Lorsque la procédure a été publiée le mai de 1945 dans le Journal of the American Medical Association, Blalock et Torsey ont reçu les 7 crédits pour le shunt Blalock-Torsey. Thomas n'a reçu aucune mention. Et dans les écrits de Blalock, il n'a jamais été crédité pour son rôle. Les techniques chirurgicales de Thomas comprenaient une qu'il avait développée en 1946 pour améliorer la circulation chez les patients dont les gros vaisseaux comme l'aorte et la tête pulmonaire étaient transposés. Une opération complexe avec tectomie auriculaire. La procédure a été exécutée si parfaitement par Thomas que Blalock, en examinant la ligne de suture presque indétectable, a été incité à remarquer ceci. Vivien, cela ressemble à quelque chose que le Seigneur a fait. Après des jeunes chirurgiens que Thomas a formés dans les années 40, il est devenu une figure de légende, le modèle de chirurgien coupant, adroit et efficace. Même si vous n'avez jamais vu de chirurgie auparavant, vous pouvez le faire parce que Vivien l'a rendu si simple.
a déclaré le célèbre chirurgien Danton Coley au magazine Washington en 1989. Il n'y a pas eu de faux mouvements, pas de gestes inutiles quand il a opéré. Des chirurgiens comme Coley, Alex Hollis, Frank Spencer, Rowena Spencer et d'autres ont attribué à Thomas le mérite de les avoir enseigné la technique chirurgicale qu'il les a placés à la pointe de la médecine aux États-Unis. Malgré le profond respect accordé à Thomas par ces chirurgiens-là et par les nombreux techniciens des laboratoires noirs qu'il a formés à Hopkins, il n'était pas bien payé. Il a parfois eu recours au travail des barman, souvent lors des soirées de Blalock. Cela a conduit à la circonstance particulière de servir des boissons aux personnes qu'il avait enseignées plus tôt dans la journée. Finalement, après des négociations en son nom par Blalock, il est devenu le technicien le mieux payé de Johns Hopkins en 1946 et devenu l'Afro-américain le mieux payé de l'institution. L'après de Blalock aussi, la question de la race de Thomas était compliquée et contradictoire tout au long de leur partenariat de 34 ans. D'une part, il a défendu son choix de Thomas auprès de ses supérieurs de Vanderbilt et de ses collègues de Hopkins. Et il a incité pour que Thomas l'accompagne au bloc opératoire lors de la première série d'opérations de tétralogie. D'un autre côté, il y avait des limites à sa tolérance, surtout lorsqu'il s'agissait des problèmes de rémunération, de reconnaissance académique et de ses interactions sociales en dehors du travail. Après la mort de Blalock, Thomas est resté à Hopkins pendant encore 15 ans. Dans son rôle de directeur des laboratoires de recherche chirurgicale, il a encadré un certain nombre de techniciens des laboratoires afro-américains ainsi que les premiers résidents cardiaques noirs de Hopkins, le Dr Levis Watkins Jr., que Thomas a aidé dans son travail révolutionnaire dans l'utilisation de défibrillateurs automatiques implantables. En 1976, l'université Johns Hopkins a décerné à Thomas un doctorat honorifique. Cependant, en raison de certaines restrictions, il a reçu un doctorat honorifique en droit plutôt qu'un doctorat en médecine. Thomas a également été nommé à la faculté de Johns Hopkins Medical School en tant qu'instructeur de chirurgie. Après sa retraite en 1979, Thomas a commencé à travailler sur une autobiographie, Pioneer in Research in Surgical Shock and Vascular Surgery, Thomas and his work with Alfred Bloch. Il est décédé le 26 novembre 1985 d'un cancer de pancréas à l'âge de 115 ans et le livre a été publié quelques jours plus tard. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de commenter, de partager et surtout de vous abonner à la chaîne. Merci beaucoup.